Djamar Aboubakr, bonjour. Bonjour. L'information a été confirmée hier à l'occasion de la fête du trône au Maroc. La France s'aligne désormais sur la position marocaine sur le Sahara occidental. Peut-on parler d'une grande victoire pour la diplomatie marocaine ? Écoutez, c'est certainement une victoire, mais de là à l'appeler une grande victoire, je serais un peu plus circonspect. D'abord, pour moi, ce n'est pas un changement extrêmement important de la position française, parce que la France, d'abord, a toujours été le bouclier du Maroc au Conseil de sécurité. À chaque fois que le Maroc voulait faire évoluer une situation en sa faveur, le premier pays qui le défendait, c'était la France, à commencer d'ailleurs par le plan d'autonomie. Le deuxième point qui est très important, il faut lire ce qu'a dit Macron dans sa lettre jusqu'au bout. À la fin de la lettre, il parle du fait que le cadre de la résolution du conflit reste le processus onusien et il parle d'une solution négociée. C'est-à-dire que moi, ça aurait été un véritable changement si demain, la France présente un projet de résolution au Conseil de sécurité onusien en demandant le rejet de l'autodétermination. Là, je dirais oui, il y a une vraie évolution. La France avait pendant longtemps refusé de franchir ce pas. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce pas en avant soit fait ? Je pense que la pression marocaine a joué. Je pense que le fait que la diplomatie marocaine est devenue beaucoup plus dure dans sa défense du plan d'autonomie et de la souveraineté marocaine sur le Sahara, pour ne pas dire agressive, mais bon, ça peut se comprendre, a joué. Je pense que la France est en recul diplomatique en règle générale en Afrique. La France a subi un certain nombre de revers en Afrique subsaharienne, notamment par rapport aux pays du Sahel. Que le Maroc a toujours été un allié indéfectible de la France et il y a une connivence régime qui commençait à s'amenuiser et à dépérir ces dernières années en raison donc des mésententes, les incompréhensions qui s'accumulent depuis le début des années 2010, je dirais. Il était important pour la France de maintenir des relations solides avec le Maroc pour ces raisons-là, mais aussi pour des raisons économiques. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Le Maroc est très fier de parler de l'évolution de son économie vers plus d'industrialisation et cela porte un nom et un seul, c'est l'industrie automobile. Or, qui sont les deux entreprises qui permettent au Maroc justement d'avoir un tel développement dans son industrie automobile, c'est Renault et Stellantis, qui sont des entreprises très françaises, pas totalement françaises, mais très françaises. L'interpénétration entre le capitalisme français et le capitalisme marocain sont très fortes, à commencer par le roi lui-même. Vous savez que le roi est en affaire avec l'État français, lui en tant que personnage privé, notamment dans des usines de production d'énergie en France. Donc, si vous voulez, il y a une telle interpénétration d'intérêts et notamment au bénéfice des Français, qui faisait que la France avait besoin de maintenir cette relation. Les États-Unis avaient obtenu du Maroc l'établissement des relations diplomatiques avec Israël lorsqu'ils avaient reconnu la marocanité du Sahara. Qu'obtient donc la France en échange de son alignement sur la position marocaine ? Je pense qu'il y a un lien avec les accords d'Abraham. Et je pense que le lien est au bénéfice du Maroc et c'est un cadeau que fait la France au régime marocain. Pourquoi ? Parce que les accords d'Abraham, dans le cadre du Maroc, sont des accords qui sont vraiment des accords de donnant-donnant. C'est-à-dire que le régime marocain a vendu aux citoyens marocains qui sont très pro-palestiniens historiquement, leur ont vendu les accords d'Abraham et la normalisation avec l'État d'Israël comme étant un donnant-donnant par rapport à l'affaire du Sahara. Donc, si le prix à payer pour notre intégrité territoriale, c'est finalement de normaliser avec Israël et en fait un peu abandonner la cause palestinienne, on est désolé, mais on doit le faire. Et ça avait commencé à prendre un peu racine. Il n'y a jamais eu de majorité au Maroc en faveur des accords d'Abraham parce qu'il y a eu un certain nombre de sondages. Le niveau le plus bas de rejet des accords d'Abraham était de 67%. Au sommet des bonnes relations entre Israël et le Maroc, c'était bien avant le 7 octobre, etc. Aujourd'hui, on est à au-delà de 90% de Marocains qui rejettent la normalisation. Ce qui veut dire que le régime marocain est dans une position très compliquée vis-à-vis de son opinion publique par rapport à la normalisation. Et que donc, cette victoire, entre guillemets, du changement qui, à mon avis, n'est pas extrêmement important, de la France, le régime marocain avait absolument besoin vis-à-vis de sa propre opinion publique en relation avec l'affaire palestinienne. Parce qu'il a besoin, puisqu'il n'a pas mis fin à la normalisation avec Israël, malgré ce qui se passe à Arza et ailleurs, il lui fallait donc redonner de l'énergie à son argument du donnant-donnant et que oui, c'est regrettable ce qui se passe en Palestine, mais ça nous permet, nous, Marocains, de recouvrer notre intégrité territoriale. Est-ce qu'il n'y a pas également des intérêts économiques en jeu ? Par rapport à la Coupe du Monde en particulier, très probablement. Il va y avoir beaucoup de financement en jeu, d'infrastructures, de stades, etc. Et que très probablement les entreprises françaises feront partie des entreprises qui chercheront à obtenir ces marchés.
Mais je peux par contre vous dire que les Français sont très, très, très intéressés par évidemment le chantier du TGV, hein, les lignes à grande vitesse. Le Maroc a déjà lancé les appels d'offres pour la construction des lignes à grande vitesse de Kenitra à Marrakech et même au-delà. Et c'est des contrats autrement plus juteux que le premier contrat qui avait été signé d'ailleurs par les Français pour la ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca. Et que donc, c'est un marché que les Français ne veulent pas voir leur échapper. Et donc, j'imagine aussi que ça a dû peser dans la balance, surtout que les Marocains se sont assurés de piquer les Français en sélectionnant pour la nouvelle ligne grande vitesse des entreprises non françaises. Et c'était une façon de dire aux Français, ben voilà, si vous ne vous alignez pas sur notre position, ben on ne travaillera plus avec vous, on ne vous donnera plus de marché. Est-ce que cette décision ne signifie pas que Paris a décidé de sacrifier quelque part sa relation avec Alger? Et je ne pense pas que la France peut se permettre de sacrifier sa relation avec Alger. Parce que l'Algérie est un pays qui est, entre guillemets, plus riche que le Maroc, par définition, grâce au gaz et au pétrole. Que si demain l'Algérie s'ouvre un peu plus au capital étranger, mais décide véritablement de lancer des très grands chantiers d'autoroutes ferroviaires, etc., ça va être des marchés extrêmement juteux pour le capitalisme français. Je ne parle même pas des liens historiques, mais même des liens d'aujourd'hui, la communauté algérienne en France, tout ça fait que, même si les relations ne seront probablement pas aussi bonnes qu'elles l'ont été à une certaine époque avec le Maroc, ou qu'elles le sont même aujourd'hui avec le Maroc, mais je ne pense pas que les preneurs de décision à Paris puissent agir comme si l'Algérie était un pays perdu pour eux d'un point de vue économique, diplomatique, etc., même si c'est une relation qui est extrêmement difficile avec un régime algérien qui est autrement plus revêche et beaucoup moins accommodant que le régime marocain de temps en temps. Donc je ne pense pas que les Français puissent raisonner de façon binaire, à savoir c'est ou le Maroc ou l'Algérie. Je pense que leurs intérêts leur commande d'essayer de maintenir un minimum d'équilibre. Et évidemment, je n'ai pas assisté aux échanges entre les diplomates français et algériens sur cette nouvelle position française vis-à-vis du conflit du Sahara, mais je peux deviner que le discours qui a été tenu aux Algériens, et pas seulement qu'aux Algériens, les autres soutiens du Polisario, parce qu'il y en a, et surtout en Afrique, c'est de dire, écoutez, on reste dans le cadre de l'ONU, on reste dans le cadre de la négociation. Donc on n'a pas sacrifié les intérêts sahraouis totalement. Est-ce qu'Alger ne risque pas de le prendre mal? Les Algériens vont évidemment le prendre mal, ils l'ont déjà mal pris. Il faut quand même observer que les premiers qui ont annoncé ce virage, ce sont les médias officiels algériens qui ont parlé de ce revirement en français, avant le cabinet royal marocain et avant la présidence française. Donc évidemment qu'ils l'ont mal pris, évidemment qu'ils vont mal le prendre, mais ça fait partie de la négociation, évidemment, parce que eux, le souhait des Algériens, c'est évidemment la République sahraoui, le Sahara occidental qui devient indépendant, etc., etc. C'est l'évidence même. Donc tout ce qui peut pousser à la roue en faveur de la position marocaine leur déplaît. Paris est la énième capitale occidentale qui décide de s'aligner sur la position marocaine. Qu'est-ce qui explique ces succès qui se sont enchaînés au cours des dernières années? Encore une fois, je ne suis pas persuadé que ce soit de grands succès, malgré ce que la diplomatie marocaine veut bien dire, parce que le Maroc recherche que l'ONU reconnaisse la marocanité du Sahara. Parce qu'on a déjà beaucoup de pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Et non seulement ça, c'est que le Maroc contrôle 80% du territoire sahraoui, il construit des infrastructures. C'est une région qui est totalement intégrée au Maroc, administrativement, économiquement. On y est déjà. Donc je pense que le but ultime pour le Maroc, c'est que l'ONU reconnaisse la marocanité du Sahara, ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que, quelque part, le Maroc n'a pas bénéficié de la perte d'influence de l'Algérie au cours des dernières décennies? Écoutez, je ne sais pas s'il y a une perte d'influence de l'Algérie, parce que si on devait parler par exemple de l'Afrique, il faut se rappeler que quand le Maroc a décidé de réintégrer ce qui est devenu l'Union africaine, cette décision a été prise basée sur l'idée que du moment que le Maroc va réintégrer l'Union africaine, les pays africains vont expulser la République sahraouie de l'Union africaine. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais les mastodontes africains n'ont pas changé de position. Et ça, malheureusement, le Maroc paye le prix des relations fortes qu'a l'Algérie avec un certain nombre de pays dans la région, et pas seulement. Ça ne s'explique pas seulement par le dynamisme anti-marocain
de la diplomatie algérienne. Ça s'explique par d'autres choses, notamment l'Afrique du Sud. La réaffirmation de l'engagement du Maroc vis-à-vis de l'Afrique est quelque chose de positif, mais on ne peut pas dire que ça a révolutionné la position de l'Union africaine et des autres pays africains par rapport à l'affaire du Sahara. Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas de perte d'influence de l'Algérie sur le dossier. Je ne suis pas certain que tout cela est une marque absolument indubitable de la régression de la position algérienne géostratégiquement. Comme vous l'avez évoqué vous-même, le Maroc a fait depuis l'accession au trône de Mohamed VI un recentrage de sa diplomatie vers l'Afrique, ce qui lui a permis quand même de se rallier à un certain nombre de pays. Comment a-t-il fait pour les convaincre? Quand j'étais enfant et adolescent, j'ai grandi sous le règne de Hassan II et sous le règne d'une chaîne de télévision unique. Je me rappelle que rarement il y a eu un bulletin d'information à la télé marocaine où il n'y avait pas un dirigeant notoire africain qui visitait le Maroc. Donc cette idée que tout à coup on s'intéresse à l'Afrique sous le règne de Mohamed VI, mais je peux vous assurer que sous le règne de Hassan II, l'Afrique a toujours été très présente. La dimension qui a changé, c'est des relations économiques plus importantes. C'est que le règne de Mohamed VI a donné plus d'importance aux relations économiques et évidemment qu'il est revenu à l'Union africaine parce que Hassan II avait quitté l'Union africaine en 1984, ce qu'à l'époque s'appelait l'Organisation de l'Union africaine, l'OUA. Mais à part cela, même après avoir quitté l'OUA, le Maroc est resté très 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 proche de beaucoup de pays. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, l'un des grands ennemis de la cause marocaine en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, ce qui pose problème au Maroc parce que c'est un pays majeur. Eh bien, figurez-vous, et les gens peut-être l'oublient, que Mandela, lorsqu'il est sorti de prison, dans un discours célèbre, a loué le soutien marocain. Parce qu'il s'est avéré que Hassan II, machiavélique comme il était, avait aussi soutenu la lutte de l'ANC matériellement. Donc cette espèce d'idée que tout à coup, après la mort de Hassan II, nous avons un nouveau roi qui redécouvre l'Afrique, écoutez, il faut revoir un peu l'histoire. Maintenant, sur le plan économique, c'est vrai qu'il y a un approfondissement des relations économiques avec l'Afrique, qui est le bienvenu, qui est à mon avis très important. Mais l'idée que cet approfondissement des relations économiques a mené à un changement majeur par rapport au dossier du Sahara n'est toujours pas vrai. Et je veux dire par là que ça ne veut pas dire que c'est une politique qui est défaillante et qui ne réussira jamais. Peut-être que on parle de long terme, peut-être qu'à l'avenir, le renforcement de ces relations va mener à une évolution politique des pays africains vis-à-vis de la question du Sahara. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques évolutions, mais elles restent marginales puisque les mastodontes géostratégiques de l'Afrique ne sont toujours pas du côté marocain, elles restent plutôt du côté de la République sahraoui. Djamar Aboubakr, merci. Je vous en prie.